Bonjour à tous, vraiment merci d'être venus si nombreux pour cette conférence inaugurale qui accompagne une année thématique portée par le WAU, Maison de l'Architecture et de la Ville, sur le thème du vivant et de la place de la nature dans nos environnements urbains. Donc on est ici aussi parce que, en haut, vous l'avez vu, il y a une exposition qui a été portée par le WAU et en partenariat ici aussi avec le Bazar Cinsault sur le thème du vivant, ville vivante, sur 9 villes et porté par le commissariat et la scénographie de l'agence Terre Paysage. On aura d'ailleurs le plaisir d'avoir une présentation tout à l'heure de l'agence Terre sur cette exposition. On a 3 intervenants aujourd'hui avec nous. Alors comme vous le voyez, il y en a 2. Donc je vais présenter l'absent qui va bientôt nous rejoindre, qui est Johan Tison. En fait, il est écologue à la ville de Lille. Il est absent pour une raison assez croustillante, c'est qu'il était justement en train de contrôler avec un canoë des interventions sur la Deule d'îlots de biodiversité. Il est tombé dans l'eau. Donc pour l'instant, il est chez lui en train de se sécher et il va nous rejoindre en cours de conférence. Bien. Alors nous avons à nos côtés, ici à droite, Nicolas Gilzoul. Alors Nicolas Gilzoul est architecte, docteur en sciences et paysagiste. Il est notamment une référence sur la question du vivant dans les villes. Son intérêt pour la vie animale et végétale était au cœur de ses projets architecturaux et de son livre d'ailleurs, qui est paru chez Fayard en 2019, Bête de ville. Il a reçu de nombreuses distinctions internationales, d'ailleurs dont le Grand Prix de Rome. Alors, il fut professeur aux Beaux-Arts de Bruxelles et à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Il est aujourd'hui professeur à l'École d'architecture de Paris-Malaquais. Il a contribué d'ailleurs à cette exposition, donc il y a une grande fresque ici au fond que vous avez dû voir, Bête de ville de la ville de Lille. Il a d'ailleurs fait un très bel atelier cet après-midi avec des enfants, justement sur cette question de cette faune qui nous environne et qu'on ne sait pas toujours représente à nos côtés. Sylvain Blond, qui a d'abord été graphiste indépendant, il a souhaité s'engager en fait face aux enjeux environnementaux, ce qui a orienté en fait son activité de graphiste autour de projets qui étaient en lien avec le développement durable. Il a été en fait ensuite reconverti en paysagiste en 2015. Il travaille actuellement au sein d'une agence qui s'appelle Slap Paysage sur différentes échelles de projets, de la conception d'espaces publics jusqu'aux études paysagères sur des grands territoires. Ils ont eu d'ailleurs un grand prix du paysage sur ce sujet. Et il est sensible à l'esprit du lieu, et le projet de paysage est avant tout pour lui une manière d'agir pour le développement de la biodiversité, l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Il nous parlera de sa pratique professionnelle sur ce sujet. Je vais présenter Johan Tison avant qu'il nous rejoigne. En suivant sa passion, Johan il devient écologue à la ville de Lille en 2005, donc ça fait déjà un moment qu'il œuvre sur la ville de Lille sur cette thématique. Il travaille à la protection, la restauration de la faune et de la flore en milieu urbain. Et en plus de restaurer des espèces les plus menacées de la ville de Lille et de la mise en place d'une gestion écologique des espaces verts, il est aussi aujourd'hui très sollicité pour des enjeux de biodiversité dans des opérations d'architecture et d'urbanisme comme rôle de conseil. Il passe d'ailleurs le pas de l'engagement politique en 2020 puisqu'il est élu aux espaces verts et à la biodiversité à Villeneuve-d'Ascq. Voilà. Pour lui, il est important de construire une ville qui intègre le vivant et qui réponde aux enjeux de la transition écologique et du changement climatique. La preuve en est encore, il a contribué à sauver des tritons tout à l'heure, il nous en parlera peut-être de cette anecdote. Voilà. Alors on va commencer par quelques questions, d'abord à Nicolas qui est ici. On constate aujourd'hui une sorte d'éloignement en fait du concept duel qu'il y a entre la nature et la culture, une vision plus intégrée entre ces deux champs, moins duel entre l'homme et la nature. Alors il y a peut-être cette prise de conscience écologique qu'on a tous qui est de plus en plus montante, où on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Comment est-ce qu'on peut caractériser ces nouveaux rapports entre l'homme et la nature aujourd'hui à travers cette prise de conscience justement? Ça marche. Bonsoir. Oula, c'est trop près. D'accord, comme ça va. Oui, mais c'est parce que notre milieu naturel principal, à nous humains, a changé aussi. C'est-à-dire la ville. On habite pour la plupart d'entre nous dans des villes, même si ce n'est pas de l'hypercentre, ce sont des villes parfois très étales. Et c'est vrai que la ville, avant, avait un cœur, un centre, et à l'extérieur se protégeait de la forêt sauvage, des bêtes sauvages, du danger. Bon, c'est plus du tout ça. Maintenant, ces villes sont éparses, elles sont étalées, elles sont immenses.
la nature est rentrée dans la ville ou c'est plutôt les villes qui se sont étalées sur la nature. Et donc on a une interaction qui est très forte. Cette interaction qui est très forte, avec l'évolution aussi des sciences et de nos connaissances sur le vivant, on se rend compte qu'on cohabite, parfois, au mieux. C'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait le merle qui chantait le matin, il y avait tout un tas de bestioles qu'on pensait ne jamais rencontrer dans les villes. On les a vues, le renard, le truc, etc. Donc il y a une prise de conscience de tout ça. Il reste pourtant quelque chose, à mon avis, une vraie révolution à faire, qui me semble importante. C'est on en reparlera, mais c'est de passer de la cohabitation à de la coexistence. J'en reparlerai, mais l'idée c'est que au plus je discute avec des élus, avec des concepteurs, avec des citadins engagés sur les bêtes qui sont en ville, je vois qu'elles sont toujours classées en bons et en méchants. On a l'impression d'être dans un vieux film de cow-boy indien. Il y a les bonnes bêtes et il y a les méchantes bêtes. Le hérisson a un capital sympathie immense. Tout le monde aime les hérissons. Par contre, les abeilles, ça commence à être déjà... quand elles font du miel, c'est sympa. Mais sinon, elles risquent de piquer. Le rat, j'en parle pas. Le pigeon, sale bestiole. Le renard, attention, ça va amener des cochonneries. Et donc, on fait un classement. Et aujourd'hui, dans ce rapprochement de ville et de nature, il y a un vrai enjeu à travailler. C'est celui du respect de ce vivant, quel qu'il soit. Vous verrez ici, dans toute l'exposition, y compris dans la fresque que j'ai dessinée, qu'il n'y a pas d'araignées. C'est bizarre, parce que pourtant elles font partie de la ville et elles sont hyper importantes pour l'écosystème. Mais elles ont trop de pattes. Voilà. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est encore pour aller plus loin. Et alors précisément, je ne sais pas si c'est pour aller plus loin, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler quasiment de fantasme de cette idée de relation homme-nature, dans le sens où en fait on a vu des visions d'ailleurs représentées par des photomontages d'une relation presque à une nature sauvage qui aurait réinvesti nos villes et où en fait presque on pourrait se remettre à chasser, être chasseur-cueilleur en milieu urbain. Oui, il y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui parce que je pense qu'on a un désir de ville qui est énorme en tant que citadin, un désir de ville, un désir de nature aussi, très fort. Et donc on a les enjeux écologiques. Alors pourquoi est-ce qu'on reprend la nature et on la remet dans les villes de manière aussi intense? Toutes ces villes qui verdissent à tout prix, c'est le programme de tous les élus aujourd'hui. Après, c'est pas toujours suivi d'action, mais c'est souvent un programme fort. Pourquoi? Parce que on est menacé. Climat, on a trop chaud en été, il pleut, on a des inondations, il y a des crues, il y a des machins. Donc on s'est rendu compte qu'une des façons de gérer ça, c'était de mettre en place des morceaux de nature dans la ville qui allaient d'abord nous apaiser, parce qu'on allait pouvoir faire un câlin à l'arbre, parce que c'est agréable d'être sous l'ombrage de feuillage, etc., d'entendre les oiseaux, mais aussi parce que ça va absorber les gaz, ça va pomper l'eau, ça va la réinfiltrer dans le sol, etc. Et on continue aujourd'hui sur ce fantasme de manipuler la nature, on la répare, on la manipule, on l'utilise pour nous, pour qu'on ait moins chaud, pour qu'on ait moins froid, pour qu'on ait ceci, pour qu'on ait cela. Et dès que la nature se réveille et qu'elle lâche quelque chose qui était inattendu et aléatoire, on est inquiet. Et donc on doit contrôler et on doit diviser. C'est l'histoire des sangliers, c'est l'histoire des araignées, c'est l'histoire des rats dans la ville, etc. Donc il y a l'histoire des tritons qui attaquent... Johan, bonjour. Voilà. Donc est-ce que c'est un fantasme ou pas? En tout cas, il y a notre notion de contrôle qu'on doit réussir à travailler. Alors, bienvenue à Johan. Je suis désolé, je t'ai introduit en te présentant, mais aussi en racontant la petite anecdote qui vient de t'arriver, pour montrer à quel point tu es engagé pour la biodiversité en milieu urbain. Bien, pour continuer, donc, alors il y a une question du coup, tu as abordé la sphère peut-être aussi politique, c'est-à-dire on s'empare du sujet et on essaye d'intervenir, donc sans doute peut-être encore dans une relation homme-nature qui est descendante, désir de contrôle, mais en même temps on voit que le monde est de plus en plus complexe, les actions à mener sont toujours intriquées dans un champ d'action pluriel avec une multitude d'acteurs.
Je pense quand on fait des projets urbains, par exemple. Alors, ce sera peut-être aussi une question pour Sylvain. Comment on fait, comment on organise l'arrivée du vivant en ville de manière orchestrée dans un monde un peu trop technocratique? Il y a des solutions, des façons de faire ensemble? Je vais vous raconter un truc. Je vais faire un pas de côté, comme ça, du coup, je m'en sors. Hier soir, je parlais avec un activiste australien qui est engagé pour la cause des requins en Australie. Alors tu me diras, qu'est-ce que ça a à voir? Je vais expliquer ce que ça a à voir. C'est que l'Australie a un système légal qui fait qu'ils ont la possibilité de tuer les requins qui s'approchent trop près des plages de grandes villes, notamment autour de Brisbane. Ils utilisent pour ça des palambres, des espèces de grands filets dans lesquels ils prennent les requins pendant que les surfeurs peuvent tranquillement aller au-dessus. Alors on a tous peur des requins, parce que c'est des grosses bêtes, ça a plein de dents et qu'on a probablement tous vu les films de Spielberg. Mais c'est une peur qui est ancrée dans notre imaginaire. Alors il y a un risque, bien sûr il y a toujours un risque, mais il y a un risque aussi avec les écureuils des parcs à New York. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais après le confinement, les écureuils qui étaient nourris tout le temps par les touristes et par les New-Yorkais n'avaient plus rien eu à manger pendant quelques semaines. Et quand les New-Yorkais sont redescendus dans les parcs, les écureuils ont attaqué. Les écureuils, ils transportent les mêmes genres de maladies que les rats. D'accord? C'est le même truc, c'est des rongeurs. Donc ils sont tout aussi dangereux. Mais ils ont un capital sympathie qui est plus grand. Le requin n'a pas du tout un capital sympathie. Mais aujourd'hui, le temps qu'on fasse notre petite conférence, là, ensemble, tranquille, et encore, je ne parle pas de l'inauguration de la carte, etc. En 1 heure, il y a 12 000 requins dans le monde qui sont tués. Donc il y en a de moins en moins. Et c'était vachement intéressant parce qu'on s'est rendu compte que cette loi, elle date de 1937. C'est une vieille loi qui pousse les Australiens à continuer ces techniques-là. Les scientifiques ont prouvé que c'était une connerie, c'est pas comme ça qu'on fait, que c'est pas parce qu'on va mettre des filets pour les tuer qu'on va arriver à sécuriser les plages, mais on continue. Donc cette question d'introduction de la nature dans la ville, à partir du moment où on va continuer à choisir les bêtes qui ont droit de citer et les bêtes qui n'ont pas droit de citer, on continue à aller dans le mur. Je ne sais pas si ça répond, mais un peu. Ça répond sur les requins. Alors pour continuer sur cette question du monde technocratique ou du champ des acteurs, peut-être une question à Sylvain qui œuvre sur différentes typologies de projets à différentes échelles. Avec l'agence SLAP, comment vous faites, comment a évolué votre rôle de paysagiste dans le champ des acteurs, les architectes, les urbanistes, les techniciens des villes, et j'en passe, et ceux qui sont aussi donneurs d'ordre, les promoteurs, les bailleurs, etc. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y a une nouvelle place qui est donnée aux paysagistes? Est-ce que ce rôle évolue? Bah, clairement, hein. Déjà, il y a le métier en lui-même qui a évolué. À l'origine, les premiers paysagistes sont, disons, une déclinaison de ce qu'était l'école d'horticulture à Versailles. Donc on était au départ sur quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'approche artistique du jardin, où il y avait une sorte de maîtrise de la nature et où on cherchait plutôt à adapter la nature à l'homme et à sa vision. Et puis petit à petit, le métier a évolué en devenant plutôt un catalyseur de plusieurs disciplines et en essayant d'intégrer des notions de géographie, d'urbanisme, d'écologie, d'histoire, de social aussi. Et l'idée, c'est maintenant d'essayer de regrouper toutes ces pensées-là et de générer un projet ou un regard sur un territoire. Et voilà. Et donc du coup, c'est vrai que maintenant, on sent qu'il y a une vraie intention qui est encore en train de naître, hein, de ramener la nature dans la ville, de retravailler ces choses-là aussi sur les territoires en lien avec l'agriculture, les grands systèmes paysagers, les trames vertes, etc. Donc ça aussi, c'est un petit peu nouveau. Et donc maintenant, on nous appelle. C'est la grande différence parce qu'il y a pu y avoir une époque où on se moquait encore du paysagiste qu'on a appelé le fleuriste, etc. Mais maintenant, on nous appelle, on a besoin de nous, on sent vraiment ça de la part des promoteurs, des maîtrises d'ouvrage, des bureaux d'urbanisme, d'architectes.
Voilà, mais on est encore quelque part, j'ai l'impression, dans une vision un peu marketing. Voilà, ça fait vendre. Et il faut encore entrer en profondeur dans ce qui est vraiment l'essence de notre métier, dans le rôle maintenant qu'on joue aussi sur ce qu'on peut faire en lien avec la biodiversité, l'environnement, le climat, etc. Et ouais, donc la loi aussi a évolué. On a la Convention européenne du paysage en 2000 qui a aussi fait beaucoup de choses, qui a permis de créer les plans de paysage, etc. Donc on travaille aussi à beaucoup plus grandes échelles, avec des réflexions qui sont à plus grande échelle. Et voilà, donc ça doit aussi évoluer. Et il y a encore un gain de confiance à avoir vis-à-vis des personnes avec qui on travaille pour être peut-être plus en amont des projets et de vraiment travailler vraiment le projet en ayant ce regard à la fois sensible, parce qu'on a gardé cette partie-là, et c'est vraiment quelque chose de particulier. On sent qu'on a un regard qui est vraiment différent et qu'on puisse vraiment nous faire confiance et dans la manière dont on a traité le projet et essayer d'intégrer vraiment toutes ces notions-là dans les projets. Mais alors, avec l'autre Sylvain donc de l'agence Lab, je me souviens aussi avoir eu des échanges sur le fait que les paysagistes, ils disaient défendre aussi cette notion de paysagiste jardinier, qui était peut-être un peu une vision un peu distanciée, qu'on regardait un peu de loin et peut-être de manière presque condescendante. Et aujourd'hui, vous le revendiquez, cette position de paysagiste jardinier, c'est-à-dire en fait vraiment être au contact de la plante, même la mettre en œuvre. Ouais. Et aussi, la deuxième question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce qu'il y a un savoir-faire spécifique en tant que paysagiste jardinier en milieu urbain? Est-ce qu'il y a des conditions? La ville est un milieu, peut-être qu'on pourrait pour partie qualifier d'hostile pour la nature. Est-ce qu'il faut déployer des techniques et des ruses? Alors effectivement, on a aussi évolué là-dessus, sur la manière de planter par exemple. C'est-à-dire qu'avant on avait vraiment des plans de plantation très précis, on allait poser telle plante à tel endroit, etc. Et maintenant on est plus dans la construction de milieux. Donc du coup on a une évolution de cette manière de travailler le végétal, où on va peut-être laisser les choses se faire d'elles-mêmes, évoluer. Et donc ce qui devient important aussi dans notre métier, et ça je pense que c'est quelque chose qui est encore en construction et qui va arriver, c'est la question de la gestion et de notre intervention dans le projet, mais vraiment sur le long terme, parce qu'on se rend compte que voilà, on va pouvoir peut-être mettre en place des choses au départ, et puis finalement, si derrière il n'y a pas une gestion qui est faite de ces milieux, on peut avoir une plante envahissante qui prend le dessus et qui détruit complètement la biodiversité qui avait été mise en place. On peut avoir des phénomènes de voilà, maintenant il faut être aux aguets par rapport aux fortes chaleurs. Donc voilà, ce travail sur la gestion qui évolue. Mais effectivement après du coup, on sera peut-être un peu plus sur le terrain qu'on ne l'est actuellement. Oui. Alors, ce que tu viens de dire, donc là, ça me permet de rebondir pour Johan, qui est ici, donc écologue à la ville de Lille depuis plusieurs années. La ville, c'est un milieu spécifique pour la biodiversité. Comment on fait pour la mettre en œuvre et l'accompagner? Alors, c'est vrai que les villes sont un milieu spécifique parce que forcément, c'est un milieu qui est à la fois hyper accueillant pour des espèces, par exemple, assez thermophiles. Au jour d'aujourd'hui, on a toujours eu en ville forcément des températures plus élevées à cause du rayonnement de toutes ces masses minérales, de béton, etc. etc. Et en cas de canicule, on sait qu'il peut y avoir des différences de 10 degrés entre la campagne et la ville, et avec des nuits qui restent très chaudes. Et du coup, c'est ce qui fait qu'à Lille, par exemple, on trouve de plus en plus d'espèces méditerranéennes. Il y a des geckos, des tarantes à Tournai, tout près d'ici. Ici, sur ce site-ci, on a 8 espèces de plantes méditerranéennes, 3 espèces de criquets, sauterelles. Donc voilà, il y a eu toujours ce phénomène climatique particulier. Bon, forcément, ces espèces sont venues avec les échanges commerciaux, le hasard, les plantes coincées sur la carlingue des trains de marchandises, dans la crasse des trains. Mais à ça se rajoute une autre dimension, c'est que il y a déjà le réchauffement climatique, bien évidemment, qui permet de toute façon à certaines espèces de migrer de 200 km par an pour certaines d'entre elles. Ça, c'est vraiment la spécificité. L'autre spécificité, forcément, c'est nous.
On est l'espèce dominante, très présente, et malheureusement, toutes les espèces animales ne supportent pas, ont encore le traumatisme du braconnage, de la chasse, de la lutte acharnée contre elles, mais ça change. Les mentalités changeant aussi. Le fait qu'on crée des espaces verts, par exemple autour de la métropole, il y a plein d'espaces verts gérés par la métropole de Lille, où la chasse est interdite, le piégeage est interdit, et c'est de ce site-ci que viennent par exemple les renards. Il y a du renard ici, juste à Saint-Sauveur. La nature est dynamique, certaines espèces disparaissent. Les espèces qui étaient liées à des températures plus, celles qu'on avait au début du siècle, hein, si vous regarderez les herbiers que j'ai mis juste là avec les espèces disparues de l'île, des espèces qui étaient plutôt boréales, voilà, bon bah, elles ont foutu le camp, elles sont remplacées par des espèces de plus du sud, mais la nature évoluant, certaines espèces commencent à tolérer le dérangement. Alors le confinement a fait pour beaucoup. Grâce au confinement, il y a de fortes chances que les écureuils revenus à Lille soient revenus parce qu'il y a eu cette pause qui leur a permis de se redéplacer jusque dans le cœur de la métropole. Donc c'est vraiment, oui, c'est un milieu très particulier, mais c'est un milieu très accueillant. Au jour d'aujourd'hui, tant que le modèle agricole n'aura pas changé, si vous voulez voir des papillons de prairie, c'est pas à la campagne, c'est pas à Seclin qu'il faut aller ou à Vrain ou ailleurs. Non, c'est ici à Lille. Parce que ça fait 20 ans qu'on restaure, nous, ici à Lille, des prairies de fauche. On a 200 moutons à la citadelle qui pâturent. Bon, ben, si on veut voir des espèces de prairies, c'est pas à la campagne, c'est en ville. Donc la ville devient un milieu vraiment très, très accueillant pour beaucoup d'espèces. Certaines sont encore trop farouches, mais bien malin, celui qui saurait dire à quoi ressemblera la biodiversité dans 10 ans. Dans 10 ans, moi, je pense qu'il y aura du castor. J'en ai mis un bout de bois prélevé à Roubaix il n'y a pas si longtemps. Voilà, la nature est dynamique et elle s'adapte à la ville. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, si parfait, mais pour poursuivre aussi là-dessus, il y a un terme qu'on entend souvent, c'est la notion d'espèce opportuniste. Et j'ai d'ailleurs entendu certains de tes confrères écologues considérer qu'en fait, c'était pas grave. En fait, le propre de la nature, c'était précisément son adaptabilité. C'est déjà un peu ce que tu dis là. Est-ce qu'il faut être finalement dans une forme de laisser-faire en se disant moins l'homme intervient, mieux la nature se portera? Ou précisément, on a quand même, nous, des actions à mener pour promouvoir précisément cette biodiversité? Non, bah, ça dépend vraiment du type de milieu. C'est sûr que sur un milieu boisé, sur une forêt, rien faire, le bois mort, c'est une donnée essentielle de la biodiversité en milieu forestier. Donc, laisser une forêt évoluer d'elle-même, on peut rien faire de mieux que ça pour un boisement. Si on prend la friche qui est juste ici, si on laisse faire Dame Nature, la friche sera recouverte à 90% par le buddleia, ce qu'on appelle l'arbre papillon. C'est une espèce d'arbuste très joli qu'on a ramené de l'Himalaya il y a de ça, enfin qu'un prêtre a ramené il y a de ça 1 siècle et demi chez nous. Cette espèce-là, elle est responsable de la disparition des plantes les plus rares et des insectes les plus rares de toute la vallée de la Drôme, de la Loire, etc. Parce qu'elle colonise tout ça. On n'est pas au bord de la Loire ni au bord de la Drôme, mais ici, sur la friche Saint-Sauveur, dans les ballastes ferroviaires, on a plusieurs espèces remarquables. On a des lézards qui sont venus, voilà, un peu grâce au réchauffement climatique. Si on laisse la nature faire, ces arbustes vont tout recouvrir et toutes les espèces qui ont besoin de cailloux et de soleil vont disparaître. Donc sans action de l'homme, on perdrait une grosse partie. Et autant la vie perdurera tout le temps, la nature perdurera tout le temps. Déjà, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle la nature. Hein. Mais la vie perdurera tout le temps. Par contre, dans une version vraiment très, très, très amoindrie. Il faut savoir que dans notre région, tous les 2 ans à 3 ans, on perd une espèce de plante, rien que pour les plantes. Et le rythme est en train de s'accélérer. Donc si on ne fait rien, forcément, ben, ça s'accélère. Voilà. Moi, depuis que je suis écologue à Lille, c'est l'inverse. La tendance, elle a fait une chute drastique. Et depuis 15 ans que j'exerce ici, on a rattrapé une centaine d'espèces de plantes. 6 plantes protégées à la citadelle qui sont revenues. Alors 6, c'est pas beaucoup par rapport aux 64 espèces du départ il y a de ça 1 siècle, mais la tendance est à la hausse. On récupère des espèces d'insectes, de papillons, etc. Mais tout ça, la nature elle est opportuniste, mais elle a besoin de petits coups de pouce. Ça, c'est clair et c'est net. D'accord, donc l'homme est effectivement au service de la nature en ville, donc il y a des solutions. Des conditions quand même spécifiques. Alors peut-être je me tourne aussi vers toi, Nicolas, c'est-à-dire que tes pérégrinations mondiales, pourrions-nous dire, enfin en tout cas les situations, les cas que tu rencontres qui sont dans des milieux différents de celui qu'on connaît ici à Lille, des anecdotes, des histoires de plantes, d'animaux qui opportunistes ou pas, qui nous racontent cette relation entre l'homme et la nature?
Ouais, c'est assez fascinant, hein, tu as raison. En fait, c'est parce que la ville est un creuset de transformation. Parce qu'il fait plus chaud, parce qu'il y a moins de prédateurs, parce qu'il y a plus de cachettes, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui fait que ça pousse les espèces à bouger les lignes. Et donc pour une espèce qui va évoluer, il y en a 100 qui vont rester sur le carreau. Mais celle qui va évoluer, c'est vachement impressionnant. Donc par exemple, on sait que les escargots de jardin commencent à changer la couleur de leur coquille. Elle commence à devenir plus claire, parce que du coup, elle peut renvoyer les rayonnements solaires, et en cas de chaleur de centre urbain, ça lui permet de résister. On sait que dans le Nebraska, les hirondelles ont les ailes qui sont légèrement plus courtes depuis quelques générations, parce que du coup, elles peuvent éviter les camions et les voitures qui sont lancées à plein régime. Certains geckos, tu parlais tout à l'heure, vont résister mieux aujourd'hui à l'environnement urbain, parce qu'avant, ils grimpaient sur des écorces d'arbres, donc ils avaient des chaussures adaptées. Et aujourd'hui, ils ont des Nike Air, c'est-à-dire ils ont des chaussures avec des coussins d'air, parce qu'ils glissent sur le béton et sur le verre, donc ils se sont adaptés. Donc ça, c'est des adaptations au milieu, c'est fascinant. On parle de darwinisme urbain. C'est une théorie de l'évolution sur le fait que la nature dans la ville est poussée à chaque fois à se dépasser, à se transformer. Mais pour une espèce qui réussit, il y en a 100 qui restent sur le carreau. Et ça, c'est quand même très important de le dire. Parce qu'au début, quand je parlais de ces trucs-là, moi j'étais excité. Je me disais, si c'est une nature incroyable, créative, résiliente, etc. Mais pour être résilient, il faut être vivant. Et il y a de moins en moins d'espèces qui le sont. Donc on a un rôle hyper important à jouer là-dedans. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir la bouche en cœur et de se dire que la nature en ville, c'est formidable. Il y a des connaissances qui nous manquent, des connaissances sur le milieu, et c'est pour ça que des gars comme toi sont hyper importants. Il faut des connaissances scientifiques pour pouvoir agir dessus, pour pas faire n'importe quoi. Parce que le Buddleia, c'est super joli, ça amène des papillons, c'est facile, ça demande pas d'entretien, ça demande pas d'eau. On en voit fleurir absolument partout. Le truc du renouer du Japon, ça envahit tout, c'est terrible. Moi j'ai vu des sites en Île-de-France comme ça, dont la décision avait été de raser tout parce que la renouée du Japon était là et qu'il fallait agir. Mais il suffisait de mettre 4 chèvres défaussées et elles bouffaient la renouée du Japon et c'était réglé. Mais non, on a transformé ça en terrain de sport. Donc il y a des choix politiques qui sont très importants. Et on en revient toujours à ça. Je pense que cette question de nature en ville, c'est d'abord une question politique. Je sais pas si... Et alors, je ne sais pas si c'est le biais par le politique à nouveau, mais il y a une autre idée qui est assez puissante, j'ai le sentiment en ce moment, qui est l'idée qu'on pourrait presque être autosuffisant alimentairement dans un environnement urbain élargi, enfin une métropole, on pourrait dire, par exemple, et qui aurait un contact à des terres agricoles de proximité, qui pourrait muter au profit d'une forme de relation gagnant-gagnant entre une agriculture dite de proximité, des marches-circuits courts. Est-ce que c'est pas durable et intéressant, ça? Peut-être question pour Sylvain, justement, qui intervient sur des projets, mais... Si, complètement, parce que je trouve que ça ramène à la question de la densité. Du coup, il y a une approche comme ça des territoires qui est le biorégionalisme, qui est un courant de pensée qui part du principe que la ville doit pouvoir s'autosuffire. Et donc c'est une réflexion à l'échelle de la ville elle-même, mais aussi de tout ce qui l'entoure. Donc quel système paysager elle s'installe? Qu'est-ce que ce système paysager peut fournir à l'être humain pour se nourrir? Et donc d'avoir un fonctionnement qui se suffit à lui-même. Ça a été le cas pendant longtemps, puisque tout l'habitat vernaculaire, etc., on était dans des approches comme ça, où on se servait des matériaux qui étaient à disposition. On ne pouvait pas aller à des kilomètres, il n'y avait pas la technologie qui faisait qu'on allait chercher des choses à l'autre bout du monde. Et donc du coup, on était vraiment adapté et en symbiose avec son environnement. Et donc du coup, toute cette approche de revenir à du local, etc., permet de recentrer et de reconnecter la ville à ce dont elle a besoin et comment elle transforme les paysages en consommant. Et c'est vrai que là, on ne se rend pas compte, mais on transforme des paysages à l'autre bout de la planète. On a des effets sans pouvoir le savoir. Alors que si c'était à notre porte, on pourrait un peu plus s'en rendre compte. Et donc de ce fait,
le fait qu'on n'agrandisse plus les villes et qu'on ne s'étende plus est sans doute une bonne chose pour maintenant avoir une réflexion à qu'est-ce qu'on fait sur les territoires et qu'est-ce que le territoire est capable d'accueillir en nombre de personnes, entre guillemets. Donc ça permet de donner une échelle à la ville, quoi. Et ensuite, si on poursuit sur la densité, hein, on a plusieurs solutions pour ramener la nature en ville à plusieurs échelles. D'abord, on conserve ce qui sont les grands systèmes paysagers, là, les fleuves par exemple, qui sont porteurs d'une richesse écologique, etc. On en réouvre actuellement, on fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc ça, c'est préserver une nature. On a la possibilité d'en construire, c'est-à-dire quand tous les systèmes, donc ça remonte aussi à longtemps, Olmsted avait fait via les parkways, mais de faire circuler la nature dans la ville, mais à la fois au service de l'humain qui y habite, en faisant ces grands systèmes de parcs linéaires qui permettaient de relier d'autres parcs. Et puis après, au niveau, à l'échelle entre guillemets individuelle et de la parcelle, comment on partage la nature et comment on en laisse à disposition aux habitants. Et après, on peut enfin se dire, maintenant on construit et quelle hauteur on donne au bâtiment, quelle densité on donne. Donc soit en se mettant en retrait de ces grands systèmes paysagers, en ayant quelque chose de très dense, parce que du coup on peut profiter aussi d'un espace de nature à proximité, donc on ne ressent pas forcément ce besoin de nature puisqu'il est présent, soit à la parcelle. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à l'agence. On se fixe en général comme objectif d'avoir 50% de pleine terre dans les projets. Et aussi de penser collectivement ces espaces-là, de manière à pouvoir, plutôt que d'avoir chacun son jardin individuel, d'avoir un espace plutôt partagé, de laisser un espace pour individuel avec une petite terrasse, mais de maximiser l'espace commun. Comme ça, c'est un espace qu'on maîtrise, dans lequel on peut choisir les espèces qu'on installe. Et la biodiversité, on peut la gérer, on la maîtrise. Et du coup, elle est adaptée à son milieu, etc. Et après, du coup, il faut aussi qu'en termes de densité, celle-ci a un sens pour l'habitant, il faut qu'on la comprenne. Et c'est là le rôle après de l'architecture, etc., et du positionnement de l'urbanisme, parce que du coup, ça cadre aussi les choses et ça, on l'a vu avec les grands ensembles, ça n'a pas forcément fonctionné, on avait vraiment des grands espaces libres, mais finalement il y avait une appropriation qui ne se faisait pas. Et donc là, tout le travail de l'urbanisme, de l'architecture joue un grand rôle là-dedans, puisque il faut aussi que ces espaces soient vivants, soient compris et appropriés. Par rapport à cette notion d'agriculture urbaine, alors je vais mettre une autre casquette là pour le coup, plus celle de l'écologue. J'ai l'honneur d'être élu biodiversité espace vert sur la commune de Villeneuve-d'Ascq, juste à côté. Commune un peu particulière parce que, de par son histoire, la ville de Villeneuve-d'Ascq et la MEL, nous sommes à nous deux propriétaires de 200 hectares de terres agricoles. Pour la ville de Villeneuve-d'Ascq, on est propriétaire de 70 hectares. Il n'y a pas si longtemps encore, toutes les villes de la métropole ont bétonné à tour de bras. On a perdu, quand on regarde les photos aériennes au cours des 20 dernières années, des 30 dernières années, c'est assez hallucinant de voir le nombre de surfaces agricoles qui sont parties à la construction. Bon, au jour d'aujourd'hui, dans le cadre du nouveau PLUI, sauf exception, le foncier agricole est plutôt préservé. En tout cas, sur Villeneuve-d'Ascq, on se bat vraiment pour, et on a la chance, comme je vous le disais, d'être propriétaire, d'avoir un peu les coups des franches. Sauf que se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce foncier agricole? Quel type d'agriculture? Si c'est du foncier agricole, si les agriculteurs qui sont en place sont juste là pour faire du maïs pour nourrir des vaches en complément du soja OGM d'Argentine, c'est pas terrible. Si c'est pour faire de la betterave à sucre, c'est pas terrible non plus. Si c'est pour faire du blé qui part se faire moudre à 300 km au sud de Paris pour revenir après en Bretagne ou quoi, c'est pareil, c'est un peu con. Donc on essaye vraiment de travailler avec les agriculteurs et ils sont vraiment demandeurs. En tout cas, je parle de ceux avec qui j'ai la chance d'être en relation. Ils sont tous déjà en polyculture élevage, ce qui est plutôt pas mal.
Et on réfléchit vraiment à comment ces terrains agricoles, ce terroir agricole peut vraiment nourrir la ville, nourrir les habitants. Et alors des fois, je rigole un peu quand on parle d'agriculture urbaine, parce que c'est clair que c'est pas avec les petits bacs potagers, c'est bien sympa, mais bon, c'est juste pour apprendre le geste, c'est pour que les gens ne se déconnectent pas, c'est pas ça qui va nourrir la population, bien sûr. Encore que sur un jardin familial, si on se débrouille bien en permaculture, et qu'un jardin familial de 300 mètres carrés, on nourrit 5 personnes, sans problème. En légumes, je parle, après reste les céréales et reste. Là, 2 hectares de terre en maraîchage biologique. D'ailleurs, il y a une visite aujourd'hui ou demain de la ferme de Duc Trachet à l'arrière d'Asnapio. Si vous voulez aller y faire un saut, allez-y. Je fais une petite pub. À 2 hectares de terre agricole, ça nourrit, là, la map en question, ça nourrit à peu près 40 familles. 2 hectares de betterave, ça fait du sucre pour combien de personnes? Et puis bon, du sucre, bon voilà. Donc tout ça pour dire que se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait de ces terres agricoles. Donc aujourd'hui, il est urgent, bien évidemment, de préserver, mais surtout d'essayer de produire au plus court et de produire vraiment, voilà. Et encore une fois, l'espèce de haro... Je suis pas végétarien, je mange peu de viande, mais je suis pas végétarien. On nous dit tout le temps, l'élevage c'est une catastrophe, les vaches elles produisent du méthane, c'est réchauffement climatique, etc. Ça dépend de ce qu'on mange. Moi, la viande que je mange, elle vient d'un éleveur en bio, celui qui est au Val de Oisem, je ne ferai pas de pub, qui nourrit, qui gère des espaces naturels et des marais, des espaces naturels sensibles. Ces vaches ne mangent que de l'herbe et des carex. Le bilan carbone de ces vaches, au contraire, elles ont stocké du carbone dans le sol sous forme d'humus, etc. En élevage conventionnel, c'est sûr que si la vache elle a mangé du maïs Roundup et du soja argentin, là c'est une catastrophe. Donc encore une fois, tout dépend du modèle agricole qu'on choisit. Et ce modèle agricole qu'on choisit, c'est vous. C'est vous en tant que consommateur, c'est moi. Donc voilà, donc tout ça pour revenir sur ta question. Les terrains agricoles au plus proche des centres-villes sont hyper importants. Ne loupons pas cette occasion-là. Juste, du coup, je fais un aparté à nouveau réglementaire, technocratique, mais ça paraît compliqué quand même. Le monde agricole, le monde de la ville, ils semblent être des mondes qui ont des difficultés à se parler quand même. La frontière, même s'il y a ce qu'on appelle un peu l'interland, hein, cette zone indéfinie où la ville s'est étendue tout en étant encore imbriquée dans un monde agricole qui persiste, mais il n'y a pas de décision, ou il n'y a pas de projet, ou y a-t-il un projet sur la métropole lilloise? Tu cites Villeneuve-d'Ascq, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont en action aujourd'hui, ou des exemples dans le monde plus spécifiques? Ben, ici, si je parle pour ce qui intéresse les gens, bon, il y a ce que nous, à Villeneuve-d'Ascq, on fait, mais ça concerne les Villeneuvois et les communes autour. Après, la MEL, je ne vais pas parler au nom de la MEL, mais la MEL a un programme assez ambitieux aussi justement autour de l'agriculture. Ils avaient mené une expérimentation que je trouvais vraiment géniale, enfin moi j'ai applaudi, c'est sur le parc de Hadel, du côté de Wavrin, où en fait la MEL était propriétaire, elle a laissé les terrains pour les agriculteurs, mais elle a cadré les choses de façon à faire de ces terrains et des espaces de production agricole en circuit les plus courts possibles, et à la fois des espaces récréatifs pour les gens. Si vous n'êtes jamais allé du côté de Wavrin, sur le parc de la Wavrin, toutes les haies qui ont été plantées, les marques qui ont été faites, les saules têtards, tout ça, c'est la MEL qui l'a fait. Elle a orienté les agriculteurs pour dire, voilà, bon, je suis petit-fils de paysan, les agriculteurs en France, c'est des fonctionnaires. Ils sont subventionnés par l'argent de vos impôts, de mes impôts. C'est la PAC, c'est voilà. Donc, quitte à subventionner l'agriculture, autant que ce ne soit pas fait pour faire de l'arrachage de haies, autant que ce soit fait pour de la replantation de haies. Donc, sur la zone de Wavrin, ça avait été fait en son temps, il y a 30 ans. Bon, maintenant, il faut passer la deuxième vitesse et il faudrait développer ça sur l'ensemble du foncier agricole de la métropole et de la France. Mais bon, on va déjà commencer par ici, c'est déjà pas mal. Alors ça me fait peut-être, le temps passe vite, on est quasiment déjà à la fin de notre temps d'échange, on aura un temps d'échange avec la salle. Peut-être une question finale que je vous pose un peu à vous trois, ou peut-être un peu plus à toi Nicolas, mais t'évoques des opportunités de transformer la nature, et on voit que ce faisant, on peut donner profit à l'homme dans des espaces récréatifs par exemple. Quels sont les bienfaits de la nature? Question un peu bête et un peu simple, mais les bienfaits de la nature pour l'homme, c'est quoi?
C'est dingue qu'on soit obligé de se poser la question. Il y en a plein, il y a des effets psychologiques, on va déjà dire ça, sur notre stress de citadin un peu hystéro, des effets physiologiques, d'allergie, de machin. On sait que les gamins qui ont grandi dans un lieu moins pollué vont être moins allergiques, etc. Et puis il y a des effets de nourriture, il y a des milliers de trucs. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas stigmatiser, parce qu'on a longtemps mis la ville d'un côté, la nature de l'autre. On sait qu'aujourd'hui, en fait, la nature est en ville, et on en fait partie en principe. Et je pense que c'est important de ne pas stigmatiser. C'est-à-dire, c'est pas le pangolin, l'ennemi. On le sait maintenant. C'est pas la chauve-souris, l'ennemi. C'est pas la voiture, l'ennemi. C'est pas la Switch. C'est pas le téléphone portable. C'est la démesure. C'est notre façon de consommer le problème. Et je pense que c'est pas si ça répond, mais à mon avis, c'est là. C'est-à-dire qu'on aura beau réintroduire des nouvelles espèces ou essayer de retrouver des espèces qui ont disparu et les remettre en ville en se disant on va tout faire pour y arriver, machin, etc. Si on ne change pas notre modèle de fonctionnement et de consommation et de surconsommation, on continue à aller dans le mur. Il y a 5 grandes causes pour cette érosion de la biodiversité. On les connaît maintenant, je veux dire, c'est 1. Destruction des habitats, fragmentation. Plus on va continuer à étaler nos villes, plus on va continuer à fragmenter le territoire, plus on va continuer à empêcher les espèces d'aller d'un endroit à l'autre, etc. On le sait. Question de la densité. Plus on va remplir toutes les friches et tous les interstices qui sont dans la ville avec des trucs, plus on va continuer à empêcher aussi les animaux de rentrer jusqu'au centre. 1. Destruction. 2. Pollution, contamination. Bon. Je ne sais plus, c'est depuis 1950, on a inventé 100 000 molécules biocides. Bah, la nature, elle n'était pas habituée à ces trucs-là, c'est nous qui les avons inventés. Donc elle a du mal à les supporter. 3. La dissémination. Si les moustiques tigres sont aujourd'hui chez nous, c'est parce qu'on a fait un commerce mondialisé du pneu. Dans le fond du pneu, il y avait un peu de flotte, le moustique tigre, il a voyagé sur les cargos, il est partout. Les moules zébrés de la Deule, on les a balancés dans les grands lacs du côté de Chicago, parce que l'eau des ballasts avec lesquels on a rempli nos navires, parce que vous savez qu'un bateau, parce qu'il y a beaucoup de marins parmi vous, mais un bateau, s'il n'est pas rempli avec du ballast quand il n'y a rien dedans, quand il traverse la mer, ça bouge un peu trop et tout le monde vomit. Donc il faut mettre du ballast. Le ballast, c'est l'eau de nos fleuves et de nos rivières qui étaient bourrées de moules zébrés. On est allé les disséminer absolument partout. Maintenant, c'est une catastrophe écologique là-bas. Dissémination. Qu'est-ce qui reste ? Bon, il y en a 2 autres, je ne sais plus. Mais un des 2 qui est vachement important, c'est finalement c'est notre façon d'agir sur tout ces trucs. Il y a le climat, évidemment, qui enchaîne le truc, puis il y en a un autre qui est important. Bref, ce que je veux dire avec ces 5 choses-là, c'est que c'est la démesure. Si on continue à couper, c'est la surexploitation. Bah ouais, c'est important, pour ça que j'en parlais. 4e. Surexploitation. On coupe les forêts. On exploite les terres sont mortes. Comment est-ce que vous voulez nourrir 8 milliards d'humains sur la planète, même avec la meilleure permaculture du monde, si nos sols continuent à être morts ? Sincèrement. Si on continue à couper les forêts, si on continue à surexploiter tout, parce qu'il nous faut le dernier iPhone à la mode, parce qu'il nous faut tout un tas de trucs. Et je pense que voilà, je ne suis pas là pour moraliser du tout, mais je pense que c'est important parce que on fait partie d'un tout. Et quand on parle de nature en ville, c'est pas uniquement pour voir le vol de la libellule ou voir une grenouille croisser au coin du bois, c'est parce que ça a un impact important sur notre façon de vivre et ça fait partie des choix politiques et donc aussi de ceux qu'on met en place. Merci Nicolas. Je ne sais pas si vous voulu rajouter un mot sur cette moi, question. j'aurais dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la psychanalyse, que la nature est en train de nous psychanalyser, enfin, le fait qu'elle revienne, dans le sens où il y a eu quelque chose de très, comment dire, dans le rapport à la nature, de très violent. On a une sorte de violence qu'on a acceptée, qu'on a même mis en avant. Il y avait de l'ordre de la virilité, de la masculinité autour de ça, hein, que ce soit dans l'agriculture ou au niveau de l'urbain, où on a
quelqu'un qui était sensible à la nature, etc. Je parle encore de moquerie, mais ça y est, ça c'est fini. Maintenant, un agriculteur qui met des pesticides, il est mal vu, alors qu'avant, voilà, avoir une grosse machine, voilà, mettre des produits, etc., grande ampleur, ça c'était voilà, ce qui était mis en avant. Et j'ai l'impression que là, il y a encore tout un travail à faire sur ce rapport à la nature. Parce que, enfin, on voit encore des choses, mais qui me font halluciner. Mais sur des chantiers, par exemple, une grue qui défonce un houppier d'arbre, mais il n'y a pas de, sans problème, quoi. En fait, on arrache les branches, on aurait pu les couper proprement, etc. Mais non, on y va. Mais pourquoi? Enfin, c'est quand même fou qu'on n'ait pas tous cette sensibilité-là et que on n'est pas le... Et donc, il y a tout un travail encore à faire. Je pense qu'on est en train de commencer, ça va, mais ça va nous faire du bien, je pense. Moi, je dirais juste une phrase, c'est qu'on a tout à gagner à travailler avec la nature plutôt que contre elle. Et on le voit par rapport, justement, on parlait tout à l'heure d'agriculture, de permaculture. À partir du moment où on prend conscience de l'intérêt de la vie du sol, des relations entre les plantes, ça coûte beaucoup moins cher à produire. Tout à l'heure, avant d'arriver ici, j'étais avec des bénévoles, il y en a peut-être dans la salle, qui étaient avec moi en canoë-kayak à la citadelle. Journée du patrimoine, on préservait la nature, voilà, tu leur as raconté. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était notamment pour favoriser un petit oiseau qui s'appelle la foulque macroule. Cet oiseau, c'est un oiseau banal qui avait disparu de l'île, qui est apparu en 2007. Là, cette année, il y avait 20 couples à la citadelle. Ce petit oiseau, il va nous faire économiser à peu près 70 000 € aux contribuables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en laissant des fois faire la nature, on reviendrait à l'histoire du Budleia, on avait laissé pousser les arbres dans les remparts. Bon, outre de détruire les remparts, ça a généré une telle quantité de feuilles qui pourrissaient dans l'eau qu'il y a une petite plante exotique qui s'appelle la lentille minuscule, un truc qui vient d'Amérique, encore une fois, avec les échanges de ballast. Cette petite lentille, elle est arrivée, elle se développe à une telle vitesse, et avec une eau souillée par toutes les feuilles d'arbres qui sont tombées, elle a fait une banquise, 3 cm d'épaisseur, toute la vie aquatique est morte. C'était il y a 5 ans. Poissons, écrevisses, libellules, tout était mort. Donc nous, Ville de Lille, on a agi, on a commencé il a fallu politiquement assumer le fait de couper des arbres. On l'a fait, on a 200 moutons qui nous aident à empêcher que les arbres repoussent, on restaure la flore historique que vous avez dans les herbiers, là derrière. Mais n'empêche qu'en attendant, on doit ramasser les lentilles avec un bateau, ça nous coûte 70 000 € par an. C'est beaucoup. Les 70 000 €, on préfère les mettre ailleurs. Et là, cette année, ça va nous coûter, pour cette année, ça nous aura coûté 20 000 €, 70 000 € l'année dernière, 20 000 € cette année. L'année prochaine, certainement 0. Parce qu'en fait, on a 20 couples de foulques qui ont fait chacune à peu près 12 jeunes cette année, et que la foulque par jour, elle mange à peu près entre 3 et 10 kilos de lentilles par jour. Ça suffit, ça combiné au reste, à faire fondre la population de lentilles, plus besoin de dépenser de l'argent. Là, je vous ai parlé des foulques, on parlait du moustique tigre. Là, vous avez dans les objets que j'ai mis, vous avez un nichoir à chauve-souris qui est juste là-bas debout derrière. C'est un nichoir à chauve-souris qu'on intègre directement dans l'architecture contemporaine. On met des nichoirs martinets, chauve-souris, etc. Pourquoi ? Pour pas que ces espèces disparaissent, bien sûr. Et quel intérêt pour l'homme ? Déjà, c'est du patrimoine. Donc le patrimoine, c'est Jurassic Park, ça n'existe pas. Une espèce qui disparaît, c'est définitif. Et après, quel intérêt? C'est que cette petite pipistrelle commune ou pipistrelle de Kuhl, une autre espèce qui est venue avec le réchauffement climatique, par nuit, elle mange entre 600 et 2000 moustiques par nuit. Ça fait à peu près entre 250 et 300 000 moustiques par an pour une pipistrelle. Dans un nichoir comme ça, il y a à peu près une cinquantaine de femelles. Faites le calcul pour le quartier du nombre de moustiques bouffés en un an de temps, juste parce qu'on a mis un nichoir à chauve-souris. Et on parlait tout à l'heure du premier cas de chikungunya à Toulouse, etc. etc. Donc, ouais, on a beaucoup à gagner à être un peu moins bête et à faire avec la nature. Parfait, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a consacré là 1h30 à ce temps d'échange particulièrement passionnant. Vraiment, merci beaucoup à vous trois. Je crois qu'on peut les applaudir.